La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés, car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Bonjour à tous, on est à Metz, ville ô combien dynamique au niveau de la moto avec cette fois la concession Ducati SEH qui nous accueille. On parlera de cette Panigale V4S dont on découvrira une version particulièrement belle. Et puis on parlera de MotoGP, de Jorge Lorenzo et on accueillera un chef étoilé parmi nos invités. Venez avec moi. Nous sommes donc chez Ducati dans la grande concession Ducati de Gilles Sliwinski. Salut Gilles. Bonjour David. On est aussi avec Franck Weber qui travaille ici dans la concession Ducati exclusivement. Effectivement, oui. Puisqu'on est dans le groupe SEH, hein, c'est ça Oui David, on est dans le groupe SEH qui détient les concessions Ducati Metz, KTM Metz et Harley Davidson Metz, Milwaukee Twin. D'accord, avec nous. Évidemment, comme chaque semaine, Eric Sélis. Salut Eric. Salut David. Donc cette concession Ducati a fait le buzz, comme on dit, Franck, sur Facebook, c'est ça? Tu peux nous expliquer Oui, alors on est assez actif sur tout ce qui est réseaux sociaux et du coup on a eu la chance d'avoir une Panigale V4S de disponible. Ouais. Donc on a fait une petite rétention sur la vente de ce produit. Il y a eu la présentation des MotoGP il y a quelques semaines de ça. On a greffé directement une peinture GP sur cette moto. Ouais. Et on a fait quelques vidéos et on a teasé un peu sur Facebook. Et là, c'était l'explosion en termes de vues. C'est un peu la magie de Ducati. C'est une marque qui rassemble beaucoup de fans et autour. Ouais David, c'est juste, Ducati c'est une marque de passionnés et ça c'est extraordinaire d'évoluer dans ce milieu. Au niveau de Ducati, ça fait combien de temps que vous avez la concession, la marque ? Alors le groupe SEH est concessionnaire Ducati depuis 1992 et nous sommes dans cette nouvelle concession Ducati à Metz Technopole depuis 2016, depuis début 2016. L'usage ici en Moselle des propriétaires de Ducati, c'est quoi? Plutôt de la sportive? Est-ce qu'il y a un circuit à proximité, Franck? Ou est-ce que c'est plutôt de la multistrada ou du scrambler? Alors c'est vrai qu'on a un mix Ducati qui est assez étoffé et derrière ça on a toujours des passionnés qui vont faire de la piste. On a des petits circuits un petit peu dans l'esprit de Carole sur le secteur qui Lesquels? sont très techniques comme Chamblay qui a une grosse demi-heure de la concession. Donc on ramène régulièrement nos clients pour faire des roulages. Par contre derrière ça on va avoir aussi une grosse culture custom préparation de nos motos qui en fait transpire grâce à notre concession donc Harley Davidson et on a fait énormément de préparation aussi sur du scrambler. Merci, on retrouve tout de suite Jean-Louis Basset qui s'est rendu à la Sunday Ride Classic sur le circuit du Castellet pour l'anniversaire des Monsters. Pendant les portes ouvertes Suzuki Spring Break, profitez d'un crédit gratuit avec 0 € d'apport sur toute la gamme Suzuki, mais aussi jusqu'à 900 € de bonus reprise de votre ancienne moto et jusqu'à 1 350 € d'avantages clients selon les modèles. Edouard, nous sommes à la Sunday Ride Classic pour célébrer les 25 ans de la Monster, une machine qui a lancé la mode des roadsters agressifs. Aujourd'hui, de combien de modèles se compose la gamme? Alors effectivement, donc on fête ces 25 ans. Année exceptionnelle donc, l'année de lancement de la machine c'est 93. Donc cette année, la gamme a beaucoup évolué sur ces 25 ans. Donc on a 3 machines principales, 3 cylindrées. Pour de l'accessibilité avec le 797, ensuite une machine intermédiaire, le 821, et puis le 1200 avec pas mal de déclinaisons. Aujourd'hui, quel est le modèle le plus vendu dans la gamme? La petite 797 ou la grosse 1200? Alors en fait, ça dépend un petit peu des années. Bon, d'une façon générale, c'est quand même globalement assez équilibré.
L'année dernière, c'était l'introduction de la 797, donc ça fait bien évidemment un grand boom, à peu près 600 machines. Cette année, ça sera probablement le 821 puisqu'il a été renouvelé cette année. Au cours de ces 25 dernières années, est-ce que vous connaissez la machine, enfin le type de Monster qui s'est le plus vendu? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, malheureusement. Je n'ai pas les chiffres en tête. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est une moto iconique qui s'est beaucoup vendue, puisque c'est la moto dans la gamme Ducati qui s'est le plus vendue. Je n'ai pas les détails des chiffres de façon très spécifique. Alors une dernière question, mais qui est une mauvaise question. Comment peut-on expliquer le succès d'une machine qui est baptisée le Monstre? Parce qu'à l'origine, c'était effectivement un monstre. C'était la combinaison entre un châssis hyper sportif et une moto complètement dépouillée. Donc c'était complètement décalé de ce qui existait. Et puis on a gardé ce nom puisqu'il est devenu légendaire, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est ce qui a fait l'histoire, l'icône de cette fabuleuse machine. On passe maintenant au top et au flop avec en premier top le Ducati Scrambler hashtag. Tu parlais Franck du buzz sur les réseaux sociaux. C'est une nouvelle forme de vente qu'a initié Ducati avec ce hashtag. Effectivement, oui, avec la sortie du 400 Scrambler qui ne fait pas des volumes de vente aussi espérés que prévu, Ducati essaye de pousser toujours plus sur les réseaux sociaux et sur la vente web directement du Scrambler aussi derrière. Donc vous avez c'est quoi le hashtag. principe? On commande en ligne? Vous pouvez commander en ligne directement votre 400 Scrambler. En commandant votre moto, vous la réceptionnez chez le concessionnaire de votre choix et vous avez une offre commerciale particulière en l'achetant directement sur le web. Sur des accessoires? C'est directement impacté sur le prix de vente du véhicule. D'accord. C'est pas un peu inquiétant cette technique de vente, même si ça fait très, très connecté, très dans les up-to-date on va dire, mais c'est pas ouvrir la porte à quelques problèmes futurs? Alors effectivement, on dématérialise la vente sur le 400 Scrambler. Pas d'inquiétude parce qu'il y aura toujours un relationnel avec le concessionnaire. Ce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, c'est que Scrambler Ducati, c'est une marque dans la marque. Donc il y a une communication qui est complètement différente de la communication Ducati. Donc il y a des essais qui peuvent être faits, il y a des erreurs qui peuvent être faites grâce à la gamme Scrambler en fait. Donc effectivement, ça n'a jamais été fait. Pourquoi pas? Autre top, le circuit de Charade, parce qu'il y a des circuits un peu partout en France, il n'y en a pas qu'autour d'ici. Le circuit de Charade va accueillir le Charade Heroes, nouvel événement sur le circuit mythique de Charade, auto et moto. Ce sera en septembre, c'est un événement parrainé, en tout cas initié par Claude Michy, que l'on connaît bien pour organiser le Grand Prix de France. Donc Claude, qui est auvergnat, va faire venir un peu toute la filière auvergnate sur le circuit. Ah oui, on risque d'avoir une belle connexion auvergnate et effectivement on en parlait dans une précédente émission, il y a du beau monde quand même en Auvergnat, entre les frères Saron, etc. Donc il y a du beau monde, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis Charade, c'est quand même un circuit mythique, ça a accueilli pendant des années le Grand Prix de France. Bon, c'est plus aux normes de sécurité actuelles, mais ça reste quand même un circuit du patrimoine français et qui est en plus un circuit très technique et très joli. Autre top qui vous concerne, puisqu'on va vous demander de nous envoyer une vidéo sur votre moto. Le thème de ce jeu concours que l'on organise à partir de début avril, c'est pourquoi votre moto c'est la meilleure. Donc on va vous demander de nous envoyer une vidéo en message privé sur Facebook. Et puis chaque semaine, on passera une vidéo choisie par nous et vous pourrez voter ensuite pour gagner l'un des nombreux lots. Il y a des casques à gagner, il y a pas mal de lots. On attend vos vidéos, 30 secondes maximum, envoyez-les en message privé sur notre page Facebook. Voilà, deux petits conseils quand même David. Pour filmer, on prend son téléphone, ça suffit, mais en mode horizontal, pas vertical. Et puis si on peut ajouter quelques petits commentaires, une dose d'humour, de mauvaise foi ou de parti pris, ça sera encore mieux, histoire de faire vivre un petit peu tout ça. Donc il y a effectivement de quoi faire. On passe au flop avec encore une fois un flop qui concerne la sécurité routière. On a vu récemment qu'il y avait un radar tourelle. Est-ce que vous savez ce qu'est un radar tourelle, messieurs? Absolument pas. Absolument pas, Eric?
Du tout. Voilà. C'est à Tours nouveau. peut-être, non? C'est juste à Tours? Non, non. Ah non, ça pourrait, mais il y en aura 455 exemplaires en 2018. C'est le site radarauto.com qui nous l'annonce. Et le radar Tourelle, tenez-vous bien, c'est un radar qui, en plus de la vitesse trop haute ou trop basse, c'est précisé, et des feux rouges, pourra détecter la circulation sur les voies interdites, les dépassements, l'interdistance, l'obligation de tourner, le téléphone au volant, le non-port de ceinture et pourquoi pas les doigts dans le nez quand on conduit. Big Brother is watching you. Voilà. Là, on est dans l'hallucination. 455, ça veut dire qu'il y en aura en Moselle. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que la répression routière est féroce par ici? Alors on a un gros parc roulant, on a une belle clientèle qui roule, effectivement derrière il y a de la répression, je pense que pas plus que dans d'autres régions et on a quand même une certaine tolérance encore aujourd'hui sur tout ce qui est échappement non homologué ou plaque latérale, on va dire, qui reste toléré. Faut pas le dire trop fort donc. Et pour rebondir par rapport à ce que vient de dire David, les nouvelles réglementations, justement le passage de 90 à 80, il y a eu des réactions un peu épidermiques ici ou c'est convenu, sachant que l'Allemagne n'est pas très loin et que ça peut donner un échappatoire, on va dire? Non, après effectivement il y aura toujours la personne qui va râler, après je dis toujours faut vivre avec son temps, hein, donc de toute façon on n'a pas le choix, faut rouler. Avec une V4S c'est compliqué quand même. Il faut rester en première. C'est ce que j'allais dire. Alors, on passe maintenant à la rubrique Technoshop de Valentin. On regarde ça tout de suite. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de Sans Concession, j'ai décidé de vous parler de l'actualité des casques HJC. Alors leur grosse nouveauté 2018, c'est sans conteste le RFA 90, un modulable routier haut de gamme 100% nouveau. Par rapport au RFA Max Evo qui le remplace, il mise un peu moins sur le sport et beaucoup plus sur le côté premium, avec notamment un design assez sobre mais quand même moderne et qui favorise l'insonorisation. On retrouve également les équipements classiques sur ce genre de casque, coque en fibre composite très légère, le casque est à peu près à moins de 1500 grammes en taille M, écran pare-soleil interne, écran anti-buée et bien sûr intérieur démontable et lavable. D'ailleurs ce dernier est fabriqué dans un tissu antitranspirant, ce qui procure en plus un bon confort. Petit bémol, comme il a une vocation routière avant tout, il n'est homologué qu'en tant qu'intégral. En revanche, côté tarif, il se place vraiment bien par rapport à ses concurrents, avec environ 150 € de moins que les Schubert C4 et Shoei Neotech 2. Le RFA 90 est plutôt une bonne affaire. Concernant l'autre nouveauté, c'est un petit peu différent, puisqu'il n'est pas encore commercialisé. À l'heure actuelle, il n'y a qu'une seule personne qui roule avec, et c'est Andrea Iannone. Alors, le pilote Suzuki en MotoGP a signé donc chez HJC début 2018, mais s'il utilisait jusqu'aux essais du Qatar un RFA 11 disponible dans le commerce, à partir de ces essais, il est passé sur un modèle prototype, un prototype de développement qui s'appellerait le RFA 01R. Au petit jeu des différences, on notera donc surtout un nouvel écran qui offre beaucoup plus de vision en hauteur, des ventilations revisitées et surtout un énorme aileron arrière pour offrir un meilleur aérodynamisme à haute vitesse. Pour l'instant, on ignore encore si ce prototype d'intégral HJC ultra sportif sortira dans le commerce tel quel, mais dès qu'on aura plus d'infos, on vous tiendra au courant. Maintenant, le web atelier de Didier Dalléo. Didier, qu'est-ce que tu nous réserves pour cette semaine? Alors pour l'entretien de votre kitchen, il va falloir forcément le graisser. Le graisser, ça veut dire que vous avez roulé avec votre moto, la chaîne est chaude, vous revenez d'une balade, et à ce moment-là, vous allez mettre de la graisse sur le kitchen. Alors la graisse, on ne la met pas n'importe où, parce que si vous la mettez sur le pneu, forcément, ça va mal finir. Autre chose, il y a plusieurs types de graisse, et puis il faut surtout nettoyer le kitchen. C'est-à-dire que vous allez utiliser des nettoyants qui vont justement pas manger en fait les joints toriques qu'il y a dans votre chaîne, et qui vont pouvoir sortir en fait la graisse et qui va forcément partir avec tout ce qui va être sable, gravier et impuretés de la route. Parce que toutes ces impuretés en fait, elles vont rester collées avec la graisse que vous rajoutez tout le temps sur votre chaîne et ça va faire abrasif et ça va manger le kitchen. Donc la graisse de chaîne, il va falloir en mettre, mais il ne faut pas faire qu'en rajouter. Il faut pouvoir prendre des nettoyants pour pouvoir en fait la supprimer. Alors c'est une opération qui est forcément très sale, puisqu'on va nettoyer de la graisse. Donc je vous recommande de mettre des gants. Ce type d'appareil que vous retrouvez sur notre site internet. Donc ça c'est génial parce qu'en fait, c'est tout simplement un fil de fer avec des petites brosses. Vous allez le passer autour de la chaîne. Alors toujours pareil, on fait tourner la roue sans mettre le moteur. On fait ça parce que si on se retrouve avec le doigt qui se prend dans la couronne, on va forcément se le faire couper. Une fois qu'on a mis du nettoyant,
on va pouvoir serrer la chaîne avec le chiffon et puis forcément essuyer et retirer tout l'excédent et tout ce qui est pourri. Donc ça, on va pouvoir le mettre autour de la chaîne. Donc on le fait passer, on le fait tourner autour de la chaîne. Et du coup, quand on va mettre du produit et qu'on va faire tourner la roue, ça va forcément nettoyer la chaîne. Voilà. Donc là, on est autour, on a juste à le tenir. Et quand on le tient, bon ben là, ça fait son taf. Vous voyez derrière, voilà. Vous prenez votre graisse de chaîne. Bon là, c'est pas le cas, mais dès que vous rentrez d'une sortie, votre chaîne est chaude. Comme elle est chaude, vous prenez votre graisse de chaîne. Vous allez à ce moment-là, forcément un peu agiter votre... et vous allez en mettre au niveau du bras oscillant. Ce qui fait qu'en fait, vous en mettez au niveau des plaquettes et au niveau des joints toriques. Donc à chaque côté, au niveau des joints toriques. Alors, autre technique, on prend un carton donc qu'on va pouvoir incliner pour le mettre au-dessus du pot d'échappement pour pas avoir de graisse de chaîne qui va aller dessus. Et puis pas se mettre au niveau de la roue, hein, donc pas se mettre ici. On ne se met pas ici parce que si on se met ici, on va forcément garnir le pneu derrière. Donc on se met plus près du bras oscillant possible. Et là, on va pouvoir mettre de la graisse et en même temps, on fait tourner la roue. Alors autre chose, quand vous avez des motos un peu jolies et puis que vous ne voulez pas forcément mettre de la peinture sur la chaîne qui n'est pas forcément la couleur de votre cœur ou la couleur de votre moto, vous pouvez mettre ce type de produit. Et là, on est sur de la couleur incolore. Et puis quand vous mettez votre bombe, voilà, hein, vous avez mis de la graisse qui est incolore. Et cette graisse incolore, c'est quand même super bien quand vous avez une moto d'exception ou quoi que ce soit, une moto que vous voulez garder justement tout le temps propre, quoi. Et que vous avez un kitchen qui est joli. Votre moto reste jolie et puis personne ne voit que vous avez mis de la graisse sur votre chaîne, quoi. Avec nous pour le débat qui concerne notamment Ducati, mais pas seulement. Quel moyen pour rendre la moto accessible au grand public? Ça passe par le marketing évidemment. Avec nous, Bruno Poiret, chef étoilé. Bonjour Bruno. Bonjour. Où est-ce que tu officies? Alors, j'officie où? J'officie à Languimbert, pays des étangs, en Moselle, à côté du parc animalier de Seine-Croix. D'accord. Du domaine de l'Indre. Voilà. D'accord. Et un tout petit village. Un tout petit village, d'accord. Et combien d'étoiles? Une étoile. C'est déjà très bien. Ça date de quand? Alors, ça date de 29 ans. Des chefs qui sont représentants de marque, il y en a. Tu connais Philippe Etchebest? Oui, il est chez les Anglais. Il est chez les Anglais. Il est ambassadeur BMW. Range Rover, BMW. Voilà. Toi, tu roules Ducati, tu roules quoi comme Ducati? J'ai tout roulé quasiment chez Ducati et je me suis arrêté sur la Multistrada. Et là, ça doit faire 6-7 ans, je crois que je bouge plus. Je suis en multi, on la change régulièrement, tous les 2-3 ans. Et puis voilà, c'est une moto qui est parfaite. Quelle Multistrada? La dernière, la 1200, DVT. Voilà. Il y a des traces de ta passion pour la moto dans ton restaurant? Ouais. Alors pour le moment, c'est perso, c'est dans mon bureau. Dès que je peux faire fabriquer un truc rouge et italien, je le fais de suite. Ensuite, maintenant, on va avoir un partenariat avec Gilles pour le resto parce que c'est mes deux passions. Voilà, c'est les Ducat, les motos, quoi, on va dire, les motos, mais en particularité les Ducat et la cuisine. Donc j'ai dit, il faut impérativement arriver à implanter une Ducati dans le resto, quoi. Donc on va le faire. Là, on ferme 2 mois, on rénove la totalité du restaurant. Et donc, entre l'accueil et les WC, il y aura... N'y voyez aucun lien particulier avec la marque? situation. Non, certainement pas du tout. On va parler là. Je vais pas faire garage, je veux dire de magasin de moto pour la mettre trôner au milieu de la salle, mais elle va avoir un endroit très spécifique dans le restaurant, vitré. Donc toi, tu te sens loin un peu de tout cet univers marketing Ducati, les montres. Il y a des partenariats avec des rasoirs, il y a des partenariats dans tous les sens chez Ducati. Ouais, non.
Non, moi je reste sur la moto. Quoi. Tu restes Après, que sur la voilà, moto un drapeau dans le jardin, une montre accrochée dans le salon, et puis voilà, on va pas non plus acheter le slip. Un drapeau dans le rasoir, jardin Ouais. Ah ouais. Ouais, j'avais envie. Non, mais c'était à la dernière Coupe du Monde. À la dernière Coupe du Monde, tout le monde sortait des drapeaux bleu, blanc, rouge. J'ai dit, moi, je vais sortir un drapeau du 4. J'en avais un. J'ai dit, c'est le moment ou jamais de l'accrocher. Et puis, Ah, tu vas repartir avec une flamme, là, et puis, il est resté. Est-ce que ça va pas trop loin, je dirais, parce qu'on sait que Ducati communique beaucoup, se diversifie. Est-ce que, comme le disait David, des rasoirs, des choses comme ça, est-ce qu'on va pas trop loin et on se détourne pas du produit premier qui, dans l'absolu, est votre corps de métier, c'est-à-dire vendre des motos à des... Même si ce sont des passionnés, il faut quand même vendre des motos pour vivre. C'est votre but premier. Alors Eric, oui, en fait, on n'oublie pas ce but premier qui est l'accueil client. Et la transmission de notre passion et de notre professionnalisme. J'espère ou j'ose espérer que les personnes qui sont chargées du marketing ou des partenariats ou des ventes de licences sont suffisamment avisées pour choisir les produits qui correspondent à notre marque Ducati et donc qui choisissent des produits premium toujours. Ouais, parce que toi, tu as Harley-Davidson à côté. Harley-Davidson a fait un partenariat avec Guns N' Roses. C'est loin, on est loin de la moto, mais ça a du sens quand même. Oui, en fait, ce partenariat, je pense qu'il a pris son essence aux États-Unis, bien entendu. Ouais. Nous, à Metz, on avait commandé des t-shirts UFC. Harley-Davidson UFC. UFC, c'est le free fight. Ouais. Et aux États-Unis, le free fight, c'est un carton. Guns N' Roses, aux États-Unis, c'est un carton. Donc, c'est normal qu'il y ait des partenariats comme ça parce que tout découle de la maison mère qui est dans le Wisconsin, à Milwaukee. Ouais, parce que moi, je me souviens d'une présentation Ducati, la Monster 620, où c'était en partenariat avec une marque de mode italienne. Donc, la moto s'ouvre en fait au grand public de plus en plus. C'est plus seulement quelque chose d'assez fermé. Oui, parce qu'on veut que ça soit aussi un objet d'envie ou de convoitise, parce que porter une belle montre, posséder une belle moto, ça se rejoint aussi peut-être, et c'est branché. Est-ce que toi, Gilles, tu as l'impression que la moto s'ouvre un peu plus au grand public qu'avant ? Alors David, j'ai vu que tu as déjà posé ce genre de questions dans d'autres émissions. Moi, je suis motard avant tout. D'accord. Quelle que soit la marque de moto que tu roules, tu seras toujours le bienvenu chez nous. Et le partage et la convivialité du monde de la moto, je l'ai en moi. Donc, je ne vois pas de clivage dans les marques de moto. Moi, je dis bonjour à tout le monde et je m'arrête auprès de tout le monde. Je pourrais te raconter tout à l'heure une anecdote sur le dépannage de quelqu'un en moto. D'accord. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, la moto, elle se généralise, elle se popularise, si on peut dire comme ça, parce qu'on a vu aussi, c'est pas directement le produit, mais c'est tous les accessoires, le sportswear. On voit des défilés de mode maintenant où aujourd'hui, on a des blousons référencés motards chez des grands couturiers. Ça donne un look. Le côté néo-rétro, le côté vintage a aussi énormément fait pour développer l'image, entre guillemets, je dirais, du motard. Après, l'utilisateur de moto, je pense qu'il reste encore du chemin à faire pour que ça soit perçu dans le grand public. Et je pense que l'initiative, ça va être intéressant de voir aussi la réaction des clients du restaurant devant cette moto. Ça risque d'être assez sympa. Je voulais te poser aussi la question, il n'y a pas l'idée de donner le nom d'une moto ou à un plat ou un dessert, par exemple ? Alors ça, à un moment donné, j'y ai pensé parce que en Italie, à Rome, c'est un petit resto. C'est un petit resto, mais alors lui, il est à 100% fixé à Ducat. Et tous les plats portent le nom des modèles de Ducat. Il y a tous les modèles de Ducat pendus dans tous les coins. Ça tourne en rond, comme à Vegas avec les Harley. Et t'es comme un gamin, quoi. J'avais 15 ans là-dedans et j'ai dit c'est extra. Après, je peux pas me le permettre. Donc on parlait d'ambassadeur. Voilà, Bruno, un ambassadeur Ducati. Juste une dernière, il y aura un pourcentage sur les ventes ou pas entre vous ? Non, nous c'est de l'amitié. La question. Faut bien merci Eric, merci pour cette belle conclusion du débat. On redonne l'adresse peut-être du restaurant. On sait jamais, nous on peut peut-être prendre la com. Ah ouais, peut-être à midi, là, à la pause déjeuner. Ouais. Merci. On passe maintenant à la rubrique de Adrien, la rubrique Bike Gaming. You've seen them riding, fighting, and
winning. Finally, it's your moment. Hey, mais vous êtes déjà là? Ok, alors je vous propose de rentrer dans l'arène. Aujourd'hui, on va regarder ensemble la bande-annonce du jeu vidéo Monster Energy Supercross développé par les Italiens de Milestone, à qui l'on doit entre autres Ride, MotoGP ou encore le jeu sur Valentino Rossi. C'est disponible sur PS4, Xbox One, Windows et Nintendo Switch. C'est tout chaud, ça vient de sortir et on regarde ça ensemble maintenant. Challenge the best and show the world what you can do. Are you ready? On passe au sport très important dans une concession Ducati. Avec nous, Michel Turcot, notre spécialiste sport. Salut Michel. Salut David. Et Yves qui a peint une splendide Panigale V4S. Yves, tu t'es inspiré de quoi? Du MotoGP, de la MotoGP. D'accord, voilà. avec tous les sponsors, avec la peinture qui va avec, voilà. Et puis les effets qu'ils donnent, ouais, voilà. La peinture mate? Ah oui, bien sûr, hein, peinture Elle mate. est mate comme ça, la MotoGP? Ouais, je crois, ouais. Ouais, en tout cas, je pense, ouais. Donc, d'après les photos, oui. Comment tu procèdes, toi, Yves, pour surtout par image. peindre? Par image? Ouais. Je m'inspire beaucoup d'images et puis après, voilà, on essaie d'adapter ça au maximum sur la moto, sur le support que j'ai actuellement, quoi, voilà. D'accord. Et c'est pas la première sportive que tu peins? Oh non, j'en ai fait pas mal. Que de la Ducati? Non, pas que de la Ducati. Non, pas que de la Ducati. Non, je fais multimarque. Mais essentiellement Ducati, ouais. D'accord. Ouais, ce qui est impressionnant surtout, c'est la réactivité parce que les motos, elles sont sorties, Michel peut le dire, les premiers essais, c'était il y a quoi? Il y a moins d'un mois et la réactivité par rapport à la réalisation, là, c'est c'était relativement chaud parce que là, j'avais à peu près 10 jours, mais bon, c'était 10 jours, 15 heures par jour. Et c'était top, quoi. Tu as été étonné par le résultat, l'engouement qu'il y a eu pour ta préparation, ta peinture? Oui. Ouais, bizarrement là-dessus, ouais, effectivement, ouais. Il y a eu pas mal de vues, pas mal de gens qui ont vu ça, et puis pas mal, des millions, quoi. Ouais, des millions. Ouais. C'est la première fois d'ailleurs. C'est la première fois. Et cette peinture, comment tu procèdes, toi? C'est quoi le procédé en quelques mots pour peindre quelque chose? Combien de temps il faut? Je calcule pas vraiment le temps. Je veux dire, en principe, il y a entre 35 et 45 heures de travail dessus, quoi. D'accord. Donc voilà. Après, moi, j'ai uniquement les pièces. J'ai pas tout le temps la moto entière. Donc je récupère les pièces. Et suivant les pièces, je fais un montage à blanc. Donc c'est comme sur une page blanche, en fait. Donc voilà, tout est apprêté blanc. Et ensuite, voilà, je fais mes marquages, mes lignages et tout ça. Après, je travaille en informatique pour tout ce qui est logo, sponsor et compagnie. Et voilà, après, c'est une mise en peinture petit à petit, quoi. D'un point de vue design, les motos on va rester dans le sport, les motos GP, les décos, qu'est-ce que tu en penses d'un œil professionnel? On pourrait aller plus loin encore. Bon, après, il faut répondre aux exigences des partenaires. Ça aussi, ouais. Ça aussi. Par contre, qu'est-ce que tu en penses? C'est très bien. Par contre, trop chargé, c'est pas beau non plus, quoi. Donc après, on voit pas vraiment, justement, les partenaires, certains différents partenaires. Et il faut rester toujours relativement sobre. Après, bon, c'est vrai que les couleurs qui accrochent, ça fait tout de suite bien à l'image. Donc on connaît le modèle que tu préfères. Donc c'est sur la grille 2018. Ouais. Disons que voilà, je suis tombé dedans étant petit, donc j'ai toujours eu des motos italiennes. Donc voilà, Ducati, c'est un peu ma marque de fer, quoi. Alors on a rencontré l'un des pilotes qui roule non pas sur ta machine, Yves, mais sur une des vraies Panigale. Sur une des vraies MotoGP officielles Ducati, Jorge Lorenzo, en interview exclusive à Nantes. C'est une interview exclusive que nous vous proposons dans son concession aujourd'hui. Une interview du quintuple champion du monde en Grand Prix, 3 fois champion du monde en MotoGP, pilote officiel Ducati, pilote officiel Shark. C'est à l'invitation du constructeur français de casques que nous sommes ici, à l'invitation aussi du village moto de Nantes. Nous sommes ici dans le bureau de Bertrand Massé, le boss du village moto. Nous sommes donc avec Jorge Lorenzo. Hola Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? How are you? I'm good. I'm very good. Did you know Nantes before? This place? No, it's the first time that I'm here. First time? Beautiful city, yeah. Thanks to Shark, it's now your 3rd year with this French helmet brand. How is your relation with them?
Well, I feel great with this French company because the helmet is fantastic. The first time I took out the helmet, I really love it because you can feel the quality of the helmet just when you touch it. So the visor is very big, so this gives you a lot of safety in case some rocks or something impacts into your visor. You have the feeling that this is gonna protect you very well, your eyes. And we are improving also the aerodynamic. Last year, improved a lot of the aerodynamic, and the helmet is very light and very comfortable when you put Comfort your is helmet. good. Yeah. Okay, and how many helmets do you use during a season, a whole season? As less as possible, because that means I'm not crashing so much. Yeah, you're not. But no, I'm not a crashing rider. Normally, I crash. In the last seven years, I crash maybe 3 or 4 times per year. Not so much. There are riders who crash more than 20 times, but I'm one of the riders who crash less, luckily. And maybe I use 10 helmets, 12 helmets. Okay, 12 helmets. When you don't crash, you change helmets each 3 races or 4 races? No, you or you. No, keep it? no, I normally keep it. I keep it. Yeah. How many destroyed helmets last year? No, destroy no. But as you can see, like for example, this helmet is a little bit broken in the spoiler. But destroy no one. But yeah, when I crash, normally I change that and change the helmet. I put it in my museum or I swap with another rider or another driver in Formula 1. Because I have, as you know, a big museum in Andorra, a big collection. So that's what happened when the helmet crashed. How do you feel after Qatar crash? I was very lucky because the brake was not working really well, and in that corner it really stopped working completely. So just for not impact the wall, I had to go away from the bike, jump into the bike, and no injury. It doesn't happen in the first corner in 300 kilometers per hour because what happened like in the first corner, I could be much worse, but nothing broken, just small pain here and here, but nothing important. And you are very concerned rider about safety on the track. What are the way to improve safety, in your opinion? Well, difficult question because bikes are going faster and faster every year. So we are around 350 kilometers per hour. That's a lot, and every year we are faster and faster. But also the safety of the tracks, we managed to improve little by little by going into the safety commission on every Friday in each GP, and we are speaking about changing that corner, changing that little detail, and little by little the tracks are safer and safer. Also the leathers, the helmets, the protections. So airbag now every rider has to use the airbag by mandatory. So little by little is improving. Okay. Are you involved in the layout of the helmets? Yeah. For example, this spoiler was my idea that now all the shark riders are using. So I'm proud to improve the helmet in all the aspects. Another shark rider, Joan Zarco, also French guy, said that he's replicating your style, your riding style, to ride the Yamaha, and it works. Are you proud of that? Yeah, Johan is doing an excellent job because it's not easy to fight with a satellite bike with the official riders, and he's doing that. Even if the bike doesn't change so much, they are very similar. But anyways, it's a satellite team, so it's not completely the same. You are in a disadvantage normally. So Johan made a great year. Last year to be a rookie rider. This year made a pole position in Qatar. Probably he couldn't stay there for the front tire. So yeah, I'm proud that he's trying to understand the best way to ride the Yamaha, and he's doing right. You are a Spanish rider in an Italian factory team with a French helmet and Swiss watches. Do you feel a perfect nice European citizen? Yeah. European citizen. Yeah. Ducati is the closest
factory that I can be because there are no Spanish factory in MotoGP. I rode with Derby, with the Spanish company when I was in 125. Now Ducati is very close to me because we are Latin. They are Italian, and Italian and Spanish we are very similar in all the ways. So also we are like brothers with the French people because we are very close. So we are very strong. Lot of qualities. No, we are very professional. All the group, so we make a nice combination. What is your favorite track to win your first race this year on the Ducati? What is your favorite track? In Argentina, I hope. I always, when I come to the next track, I think I can win, and I go for it. Thank you. Thank you very much. Michel, Lorenzo, comment il est ce pilote? Est-ce qu'il est un petit peu maladroit, comme on peut le voir, ou est-ce qu'il est, toi tu le connais bien, est-ce qu'il est très accessible? Alors déjà il est mal aimé avant d'être maladroit. Ouais. Pour moi c'est incompréhensible. Enfin on sait d'où ça vient. C'est avant tout l'histoire de cette fin de saison 2015, de l'embrouille avec Marquez, avec Rossi, le fameux Sepang Clash, donc, et ce pouce tendu vers le bas sur le podium qui depuis lui vaut l'inimitié de tous les fans de Rossi et on sait qu'ils sont très nombreux. Donc voilà, un pilote mal aimé, mal compris, et pourtant c'est un garçon très sympa. En tout cas, en tant que journaliste, il est toujours accessible. Alors après, voilà, c'est aussi un pilote qui a un énorme ego, qui n'est pas forcément adroit dans sa communication. Voilà, c'est un gamin qui a été protégé, qui a vécu dans un cocon avec son père qui lui a fait faire de la moto très jeune. Il a été pris en main par des managers pas toujours attentifs à la manière dont il aurait fallu l'être pour un petit peu l'éduquer. Il s'est retrouvé très vite avec de l'argent. C'est un garçon qui est mal entouré, qui a du mal à faire confiance aux autres. Donc, contrairement à un Marquez qui, depuis le début de sa carrière, avec lui un Emilio Alzamora qui le couvre, le protège, un Rossi qui est entouré avec la même bande de copains de son village depuis qu'il a 20 ans. Lorenzo, c'est quelqu'un qui tous les ans va changer de préparateur physique, va changer de conseiller, d'agent. Il est un peu seul, quoi. Il est très seul, en fait, c'est un garçon très seul, ouais. Et tu disais qu'il est plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'il distingue en termes de sympathie pour les journalistes? Tu dis, qu'est-ce qu'il distingue par rapport à d'autres pilotes? C'est le côté accessible, quoi. C'est le gars qu'on va croiser dans un aéroport, dans un hôtel, qui va s'arrêter, qui va discuter, qui va prendre le temps, on va dire. C'est pas forcément le cas d'autres pilotes. Voilà, dans ce sens-là, on sent qu'il a besoin de reconnaissance, il a besoin d'amour, donc à la fois il prend le temps, mais c'est aussi parce qu'il aimerait qu'on parle mieux de lui, je pense aussi. Donc bon, tout ça c'est un peu compliqué, quoi. Alors le pilote Lorenzo le talent du pilote n'est plus à démontrer, hein. Il a quand même plusieurs titres MotoGP et dans les catégories inférieures, 2 titres en 250. Lorenzo a-t-il été surpris, Michel, de se faire challenger par Dovizioso l'an passé? Je pense que surtout il s'attendait à s'adapter plus facilement à la Ducati. C'est pour moi ce qu'il a un petit peu, qu'il a un peu cassé les pattes dès le début d'année, quoi. Il s'attendait à se faire plus vite à la moto, à ce que la moto se fasse plus vite à lui. On parlait de personnalité. Moi je pense que c'est un pilote qu'on peut comparer à Biaggi. On sait que d'ailleurs Biaggi était un peu son modèle. Alors moi je leur trouve vraiment beaucoup de ressemblances, de points communs sur le pilotage déjà. Donc c'est des amateurs fous de la trajectoire. Voilà, ils savent faire un truc. C'est des puristes. Voilà, quelque part c'est des puristes. Alors c'est superbe à voir. Par contre c'est un style qui les handicape souvent en course. L'adaptabilité est moins bonne. Voilà, quand on se retrouve en paquet, en baston, quand il faut doubler, on n'est pas forcément sur la trajectoire qu'on aimerait avoir. Donc cet art de l'improvisation, Lorenzo l'a pas, et c'est ce qui faisait aussi un peu défaut à Biaggi. Voilà, Biaggi a un gros ego, pas toujours adroit dans sa communication, qui a souffert. Et puis l'autre point commun entre ces deux pilotes, c'est la difficulté qu'ils ont avec Rossi, quoi. Cette espèce de conflit permanent sur la piste, en coulisses, et un Rossi très très fort pour jouer avec ça, quoi. Est-ce que justement, tu fais l'évocation de Biaggi et de Rossi, est-ce qu'il n'a pas péché par orgueil, Jorge Lorenzo, en allant chez Ducati en se disant je vais essayer de réussir là où Rossi n'a pas réussi? Est-ce que tu penses qu'il y a, dans son choix initial, il n'y a pas un peu de ça aussi?
Je pense qu'il est parti. Enfin, déjà, il est parti chez Yamaha parce qu'il n'en pouvait plus de la Rossi. cohabitation était plus possible. Il faut savoir que chez Yamaha, tout est fait autour de Rossi. Zarco on fait les frais aussi cette année. L'équipe est italienne, l'hospitality, la communication, tout est géré par des Italiens et Rossi est le maître là-dedans. Donc Lorenzo, il a toujours. Pourtant, Lorenzo a fait partir Rossi de chez Yamaha, ça il faut quand même pas l'oublier. Mais bon, quand il est revenu, ça c'est compliqué pour lui. Il n'avait plus rien à gagner, il avait aussi besoin quelque part d'un nouveau challenge. Et s'il est allé chez Ducati, c'est aussi parce qu'il y avait Gigi Dall'Igna. Et Gigi Dall'Igna, c'était l'ingénieur. Dall'Igna, c'est l'ingénieur en chef chez Aprilia, avec qui il a eu ses 2 titres en 250. Il y a beaucoup de confiance et beaucoup d'amour entre ces deux personnages. C'est aussi ça. C'est Dall'Igna qui a fait venir Lorenzo chez Ducati, avec l'argent de Audi aussi. Un énorme contrat à la clé, donc il pouvait quand même pas dire non. Michel, 11 ans après Casey Stoner, est-ce que Ducati peut décrocher un titre ? Quel est vos pronostics, ton pronostic sur la saison ? Écoute David, on a vu l'an dernier que c'était possible puisque Dovizioso, qui était pas le pilote qu'on attendait en début d'année, qui avait jamais été jusque-là un candidat au titre en MotoGP, il s'est battu ça a été le dernier à se battre avec Marquez jusqu'au dernier Grand Prix. La moto a fait elle était performante au Qatar, on l'a vu, elle est dans le coup. Lorenzo progresse aussi, s'y adapte. Donc la saison ne fait que commencer. Je pense que oui, cette moto peut être championne du monde cette année. Ouais. D'accord. Alors Ducati est performant en MotoGP. Ducati est performant en Superbike aussi. On a vu le doublé de Marco Melandri qui pourrait bien suivre les traces de Carlos Checa, qui a été titré avec Ducati en Superbike après être venu des Grands Prix. Ducati joue sur tous les fronts. C'est surtout ce qui est impressionnant, c'est de voir que Ducati, il faut quand même le rappeler, c'est moins de 60 000 motos vendues dans le monde. Donc c'est un volume certes sympa, mais par rapport à des constructeurs japonais, c'est peanuts. Donc de voir qu'une marque italienne comme ça, avec des ventes qui sont quand même très limitées, arrive à jouer les premiers plans en MotoGP et en Superbike, ça laisse rêveur. Alors Michel l'a souligné, il y a Audi évidemment, il y a le groupe Volkswagen derrière qui réinjecte tous les ans des sommes assez considérables, mais c'est vrai que ce déploiement-là est assez surprenant. Après la saison de Superbike, elle aussi, elle fait que commencer. Marco Melandri, Chase Davis, pourquoi pas cette année, surtout que c'est une année de transition, donc ça peut être une bonne année. Merci messieurs, merci à tous. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission sans concession. La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro.